Est-ce qu'il y a au Québec des territoires, que ce soit des quartiers, des villes, qui ont un son distinctif ou du moins une approche particulière du hip-hop? Donc, cette question-là, je me suis posée avec mon collègue Olivier Bourmas dans le cadre du balado réalisé par Cédric Chabuel. 2 saisons, 2021-2023. On est parti de l'idée qu'il y avait aux États-Unis plein de scènes importantes qui ont créé des sous-genres du hip-hop. Donc, on pense au trap d'Atlanta, au horrorcore de Memphis, à la drill plus récemment de Chicago. Et on s'est demandé, est-ce qu'il y a des équivalences ici au Québec? Je vous résume nos recherches. Non, il n'y a pas d'équivalence, en ce sens qu'il n'y a pas un genre hip-hop en particulier qui est né d'un quartier ou d'un territoire au Québec à proprement dit. Par contre, il y a des approches différentes, distinctives, qui marquent l'avènement et le développement du rap selon certains territoires, selon certains secteurs. Félix Bédéfossé l'a souligné dans ses recherches sur les pionniers du rap au Québec. Le rap de chez nous, il commence en anglais, donc dans les quartiers anglophones à Montréal. Dans les quartiers à majorité francophone, ça a pris plus de temps pour que le rap se développe, pour des raisons linguistiques, mais également pour des raisons de proximité culturelle avec la scène hip-hop originelle des États-Unis. C'est vraiment dans les années 80 que des quartiers francophones, surtout ceux avec une forte diaspora haïtienne, comme Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, dans le nord-est de Montréal, ont vu leur premier rappeur éclore. L'histoire typique, un jeune Québécois de souche haïtienne qui découvre la culture hip-hop en allant faire un tour chez ses cousins à New York. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui se sont installés sur la côte est des États-Unis dans les années 60, 70, 80, pendant la dictature de Duvalier essentiellement. Donc, on revient à ce jeune Québécois de souche haïtienne. Il revient à Montréal après avoir passé un été chez ses cousins avec un nouveau bagage culturel, une nouvelle passion qu'il transmet à ses amis une fois l'école recommencée. Et c'est comme ça que des artistes comme KZ Combination, Mozion, Air des Piseurs découvrent la culture hip-hop. Une culture qu'ils vont d'abord, pour la plupart, copier, donc en rappant en anglais au début, parfois en reprenant carrément des verses qui plagient des rappeurs américains. Et ensuite, il y a une culture c'est une culture qu'ils vont se réapproprier, et c'est là que ça devient intéressant, en ajoutant une touche d'originalité. Donc, les rappeurs-rappeuses du nord-est de Montréal vont se mettre à rapper dans un langage à eux, un langage montréalais, mélangeant anglais, créole, français, franglais, joual. J'ai des extraits. On écoute un extrait d'une entrevue que j'ai faite avec Jean-Yves Roux du groupe KZ Combination de Saint-Michel. Il parle notamment de l'influence d'un petit gars de Brossard nommé Kaycee Manopi dans la construction d'un rap plus singulier dans le quartier Saint-Michel. Purement dans la culture, purement haïtienne. C'est au début des années 90 que Kaycee Manopi anime la première émission de télé québécoise consacrée au hip-hop sur les ondes de Musique Plus, Rapcité. Kaycee Manopi, c'est aussi un rappeur et il a la particularité de rapper en joual, en keb. Kaycee Manopi, soudainement, on voit un rappeur du Québec à la télévision, puis ça tourne jouer à la radio commerciale. Puis moi, dans ma tête, ça a été comme un déclic pour moi. Sur Rapcité aujourd'hui, Musique Plus et Kaycee Manopi. Le déclic dont parle Jean-Yves Roux ici, c'est très important. C'est à ce moment-là que KZ Combination délaisse l'anglais pour privilégier un rap en créole et en français. Bref, l'ADN du rap de Saint-Michel prend forme à ce moment-là. Et nos sessions d'écriture, on les faisait toutes ensemble. Ça arrivait jamais qu'il y ait une session d'écriture qu'on était chacun de notre côté. On les faisait toujours ensemble. On avait notre quartier général qui était chez Choubou. Tout se faisait là, les chillings. DJ Lavidi venait avec ses tables tournantes, il mixait. Puis on pouvait passer des nuits blanches à ne faire que ça. Et puis en l'espace d'un été, j'ai arrêté de rapper en anglais, puis je rappais juste en français. Je fais confiance à Fight in my blood. Yeah! On rappait toujours sur des beats américains. On n'avait pas... Notre DJ officiel a toujours été DJ Lovey, mais là, malheureusement, il rentrait en prison. Nous, on commençait à travailler sur le premier album. Puis c'est là que Choubou nous a dit, je connais un producer qui serait peut-être intéressé à travailler avec nous. Et c'est là qu'on a fait la connaissance de DJ Ark. Ses beats étaient très hardcore, très rough, puis ça fitait avec l'énergie du groupe de l'époque. Donc, comme on l'entend, il n'y a pas juste la langue qui détermine le rap du quartier Saint-Michel, qui naît dans les années 90. Comme le dit Jean-Yves Roux, il y a le côté rough, hardcore. Saint-Michel, c'est un quartier populaire, comme je dis, dans le nord-est de Montréal, dans lequel ça brasse, et tout ça, ça s'entend dans le rap.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue le son de la capitale sur la scène québécoise? On a consacré 2 épisodes à la région de Québec, donc un pour Limoilou et un pour la rive sud de Québec. Donc Lévis, essentiellement. Ce qu'on a remarqué au niveau des particularités dans les 2 cas, c'est le côté très communautaire du rap. Il y a 2 gros collectifs qui ont marqué l'histoire de leurs scènes respectives, Limoilou Stars et le 8-3. Ce sont des collectifs avec beaucoup de membres, beaucoup de gens qui gravitent autour également. C'est quasiment des armées quand ils se déplacent à l'époque. Et cette idée de revendiquer fortement son sentiment d'appartenance à leur territoire va marquer l'ADN des rappeurs de Limoilou, de la Rive-Sud, de génération en génération, jusqu'à Soulja, Steve Busy. Le tout dans une langue québécoise très assumée, un joual percutant, des textes très intense, marqué par une rivalité que vous connaissez peut-être, j'imagine, entre Limoilou et la Rive-Sud. On écoute un extrait de l'épisode Limoilou qui illustre bien ça avec le rappeur, producteur et surtout entraîneur de basket à l'époque, Assassin de Limoilou Stars. Tolérance zéro, pire que des Nilo, give me the Nero. Shit diabolique, Ça, c'est Shudi qui chante, mais c'est Assassin qu'on va entendre après. On l'a déjà dit, Limoilou Stars est formé autour de l'appartenance au territoire, autour de la fierté de revendiquer un quartier négligé. Puis ça se fait par un rap très cru, très dans ta face. Sauf que souvent, le corollaire de la fierté territoriale, particulièrement dans le rap, c'est une rivalité territoriale. Et ça s'adonne qu'au début des années 2000, dans la région de Québec, plus précisément sur la rive sud, il y a un autre collectif qui est assez fier de venir d'où il vient, le 8-3. Prends le rap en otage, première infraction. Première faction de MC terroristes, fuck la rançon. Un crew de bandits, ma clique s'en fout qu'est-ce t'en dis. On court tout après le dos pendant que mon clan s'agrandit. Et la relation entre le 8-3 et les Limoilou Stars est pas particulièrement harmonieuse. J'ai détesté solide, là. Tu comprends-tu? Ben moi, c'était les gars riches l'autre bord. C'est qu'ils ont full de cash pour tout se payer. Nous autres, on n'a pas une crise de scène, mais on a du talent au bout. Eux autres, ils ont full de cash, puis ils rappent tout pareil, puis... Comme coach de basket, Assassin enseigne principalement des systèmes de jeu, des qualités techniques et la discipline à ses joueurs, comme V-Looper. Mais il en profite aussi pour transmettre un peu la fierté de venir de Limoilou et un petit peu aussi, par la bande, la haine du 8-3. Je suis pas sûr que je fais un speech là-dessus des pratiques, là, mais c'est ça que les gars savent que j'aime pas. Non, parce que genre, on perd 8-3, à un moment donné, je suis là, les gars, on peut pas perdre 8-3. C'est ça, lui, c'était salaud, là, ce truc-là des quartiers, c'était sérieux, là, ça, je vous dis, là. Le hate était réel. La haine était réelle. Fuck les wack dans le 4-8, 3 Gardez le son, man. La rivalité entre le 8-3 et Limoilou, c'est une histoire en soi. Puis Vous entendiez en arrière, quand Assassin parlait, c'était V-Looper de la Claire Ensemble qui, lui, vient de Limoilou et qui, justement, Assassin lui a enseigné le basket et la haine du 8-3 quand il était plus jeune. Donc, voilà. Pour la saison 2 de notre balado, on est allé au-delà des grands centres Montréal-Québec. On a exploré l'Abitibi, qui est le berceau de la plus grande étiquette hip-hop au Québec, disque 7e ciel. On a découvert là-bas une scène vivante, très solidaire, une scène qui a longtemps été ignorée par les acteurs du rap québécois. Il y a plusieurs artistes vraiment intéressants, notamment Matthew James, que j'aime beaucoup, un rappeur qui est peu connu ici, mais qui fait des lancements dans des grandes salles là-bas à Rouen. On écoute un extrait, donc Matthew James qui parle de son rap à lui. Matthew James a sorti 3 albums à ce jour. Son 3e, Le secret le mieux gardé de la forêt, paraît en 2019. On l'a beaucoup écouté durant notre voyage en voiture en Abitibi. C'est peut-être le rap le plus abitibien qu'on a entendu. Des kilomètres de char, des croix, des souvenirs gravés. Une famille franco-anglo, sorry, je parle à moitié. Un killer mind, un kid dans une église catholique. Je vous salue Marie, je m'appelle Matthew, comme celui qui a connu Jésus. Can you see me coming? Un petit gars jeune et se cache derrière un sourire figé comme une statue qu'on a peur de briser. But still, j'avais les moves en dedans, watch me walk on water. Sur un lac à moitié gelé l'hiver, quelque part à Rouyn-Noranda. Tu sais, moi, je trippe aller dans le bois, là. Tu sais, je vais au chalet, je vais écrire une toune, mettons, puis des métaphores avec la nature. Ben oui, c'est sûr, parce que je viens de là, puis c'est moi, tu sais. Mettons, la nature de l'homme, la force de la nature, la force de l'homme. Cette force-là de la nature et cette vulnérabilité-là. Puis je pense qu'être vulnérable, ça peut être vu comme une force aussi à travers ça.
de partager ça, c'est super important. Je réalise que c'est une région éloignée aussi. Je pense que ça parle à plusieurs régions. C'est sûr que j'aimerais ça hit la scène montréalaise. Là, je veux hit tout le monde. Moi, le plus gros, j'aimerais ça. Là. Puis mon but, c'est de partager ça avec les gens. Là. C'est pas la popularité à tout prix. Là, je m'en fous bien raide, mais la musique de Richard Desjardins, c'est le meilleur exemple. Ça l'a dépassé la nature, l'Abitibi. C'est allé toucher tout le monde. La nature, je me suis perdu sur des lacs qui mangent, j'ai failli perdre la... Ben ça, c'est le meilleur exemple. La scène de Rouen était très forte dans les années 2000 et ça a développé d'autres scènes. On pense à la scène de Trois-Rivières, d'autres scènes qui étaient un peu ignorées parce qu'on pensait à Montréal, on pensait à Québec. Même ça a été long avant qu'on pense à Québec, en fait. Là. Et donc, la scène d'Abitibi est très importante dans ce sens-là. Et Matthew James, on voit directement que le territoire influence ses paroles, aussi ses enregistrements, est allé prendre des bruits de la nature qu'il a mis dans l'album. Bref, tout ça pour dire, on sait, le rap québécois a des identités multiples, mais ces identités-là sont fortement teintées par le territoire. Et donc, il y a plusieurs raps québécois.